D'accord. Alors, Masterclass 4, structure d'un roman. Et j'ai ajouté un sous-titre qui est nouveau, qui n'était pas dans le plan officiel, qui s'appelle Architecte ou jardinier. Il y a une point d'interrogation à la fin. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette quatrième et dernière Masterclass. Comme j'avais juste dit, c'est intitulé Structure d'un roman. Et aussi, j'avais ajouté questions-réponses. J'ai reçu pas mal de questions et je ne les ai pas lues vraiment en avant, hein. Ça va être une surprise à la fin. Évidemment, je vais faire ça à la fin. Et c'est pourquoi je commencerai par mon petit discours sur la structure d'un roman. Je lui ai donné le sous-titre Architecte et jardinier. Euh, vous, vous pouvez entendre peut-être que j'ai mis un point d'interrogation et j'expliquerai pourquoi plus tard. Mais permettez-moi d'abord de dire qu'il n'est évidemment pas facile de faire des déclarations générales sur les romans parce que le texte est son propre monde et que chaque écrivain a sa propre façon d'écrire des choses, d'aborder un roman. Mais je peux peut-être faire quelques déclarations générales et donner quelques exemples de mon propre travail sur les trois romans que j'ai écrits jusqu'à présent afin de donner quelques conseils ou de soulever quelques questions sur ce qui pourrait être important de prendre en compte lors de l'écriture d'un roman et de la structuration. Je me rends compte dans ce moment-là, ou dans l'écriture, la préparation de ce discours, que j'aurais peut-être dû intituler ce discours structuration de roman, parce que c'est surtout ça que je vais parler. Mais nous changeons les choses à fur et à mesure, n'est-ce pas? C'est comme on écrit un roman, ou pas. Alors, attendons de voir. Commençons par être honnête. Écrire un roman est difficile. C'est beaucoup de travail, même si l'on ne considère que les heures qu'il faut passer pour terminer un roman assez court de peut-être 200 pages. Et pour cela, évidemment, il ne suffit pas de taper le même mot encore et encore comme Jack Torrance, l'écrivain qui a perdu la tête dans le roman de Stephen King et l'adaptation cinématographique de Stanley Kubrick, The Shining. Vous devez en fait créer une histoire plus ou moins cohérente, si vous voulez, jongler avec les lieux, la chronologie, votre ou vos protagonistes et un grand nombre d'autres personnages qui donneront vie à votre livre. Vous devrez peut-être décrire des choses que vous n'avez jamais vues ou que vous avez vues il y a longtemps, ou des choses qui se sont produites bien avant votre naissance ou que vous inventez pour qu'elles se produisent dans de nombreuses années. Alors, comment faire? Comment structurer? Comment commencer? Ne serait-il pas agréable d'avoir une réponse courte à cette question? Il suffit de faire X, Y, Z, fin de présentation, bonne nuit. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est quand même compliqué. Alors, pour entrer un peu dans le thème, allons-nous au sous-titre. Pourquoi ces sous-titres jardinier et architecte? Et pourquoi le point d'interrogation? Peut-être devrais-je expliquer l'origine de ces sous-titres ou peut-être le connaissez-vous déjà? Il s'agit d'une citation d'un écrivain très célèbre et qui a beaucoup de succès, c'est George R. R. Martin, l'auteur de la célèbre série fantastique A Song of Ice and Fire, qui a ensuite été transformée en une série télévisée encore plus célèbre, Game of Thrones. Jusqu'à la dernière saison, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. Martin est réputé pour prendre beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps pour terminer ses livres. Et ces histoires sont vraiment sinueuses, coulant facilement dans le meilleur des cas, mais se perdant aussi dans des sous-intrigues bizarres dans le pire des cas. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu, il a dû répéter cette réponse encore et encore.
Et je cite, je pense qu'il y a deux types d'écrivains, les architectes et les jardiniers. Les architectes planifient tout à l'avance, comme un architecte qui construit une maison. Il sait combien de pièces il y aura dans la maison, quel type de toit il y aura, où passeront les câbles, quel type de plomberie il y aura. Ils ont tout conçu et dessiné avant même de clouer la première planche. Les jardiniers creusent un trou, y déposent une graine et l'arrosent. Ils savent en quelle sorte de quelle graine il s'agit. Ils savent s'il s'agit d'une chêne ou d'un radis. Ce n'est donc pas totalement aléatoire. Mais lorsque la plante pousse et qu'ils l'arrosent, ils ne savent pas combien de branches elle aura. Ils le découvrent au fur et à mesure qu'elle grandit. Et je suis bien plus un jardinier qu'un architecte. Fin de la citation. C'est une belle image, une belle analogie, je dirais. Euh, et elle semble avoir un son dans le de pas, non? Ça semble de faire son quand même. Pourquoi alors qu'est-ce que j'ai mis les points d'interrogation? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui marchent au premier regard, mais peut-être pas au deuxième. Pour être juste vers George R. R. Martin, je dois ajouter que dans plusieurs interviews, lorsqu'il utilise l'analogie, il ajoute souvent qu'il est évident que personne n'est jamais un simple jardinier, un simple architecte, ou un architecte pur, ou un jardinier pur. Il l'admet déjà lorsqu'il dit qu'un jardinier planifie et connaît certaines choses dans son jardin, évidemment. Et l'on pourrait ajouter qu'un architecte devra manifestement réagir aux imprévus, aux pénuries de matériaux, aux événements météorologiques, aux souhaits de dernière minute des propriétaires d'un bâtiment. C'est donc déjà là que la comparaison devient un peu moins noire et blanche en soi. Mais pour le moment, je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si nous transposons cette belle image au processus d'écriture proprement dit, qu'est-ce que cela signifie réellement? Et cela fonctionne-t-il ou comment est-ce que ça fonctionne? Dans l'image de Martin, un architecte créerait des tableaux et des listes, voire des cartes de son futur roman. Il ou elle aurait de petites biographies des personnages et des listes de tous les personnages à l'avance. Chaque développement de chaque personnage serait planifié à l'avance, comme chaque trait de caractère serait écrit, tout comme leur apparence, leur taille, le son de leur voix. Ensuite, un architecte calculerait le nombre de chapitres nécessaires pour amener le roman au point où il doit se terminer. Une fin que, de toute évidence, est connue et planifiée avant même que la première phrase du roman soit écrite. Un écrivain archétypal de ce type n'aurait plus alors plus que s'asseoir et à remplir les blancs. Pour moi, cela me ressemble un peu à la peinture par numéro, ces programmes aux techniques dans lesquels vous peignez une structure prégénérée dans laquelle chaque zone a un numéro prédéfini et chaque numéro se voit attribuer une couleur. L'image final peut être magnifique, mais la personne ne l'a pas vraiment peinte. Mais dans cette image pour l'écriture, ça serait le cas, non? Parce que l'auteur avait aussi inventé les nombres et a décidé de la couleur qu'il souhaitait pour chacun d'entre eux. Mais je dirais tout de même ceci. Ne serait-il pas un peu superficiel et est-ce que ne se ressemblerait pas à une vraie écriture si on se contentait de remplir ce qui a été en quelque sorte décidé à l'avance? C'est difficile à dire, je pense, parce que, comme le suggère Martin, il n'y a pas probablement jamais d'architecte
pur. C'est ce qui s'en approche le plus, c'est ce que j'ai entendu dire. Je connais deux écrivaines allemandes qui écrivent ensemble une série de romans policiers. Les histoires se déroulent toutes en Catalogne où vivent les deux femmes. Ce duo fonctionne de la manière suivante. L'une d'entre elles prépare chaque chapitre avec des brèves notes concernant les personnages et les points de l'intrigue qui doivent se produire. L'autre personne rédige ensuite les chapitres en fonction des notes et des points de l'intrigue préétablis et les écrit. Elle remplit un peu les blancs, ou pas les blancs, elle remplit les numéros. C'est ça. Je dois avouer que cela me fascine beaucoup car l'écriture collaborative en général m'intéresse beaucoup en ce moment. Mais je ne me vois pas adopter ce style si je devais un jour écrire un roman avec quelqu'un. Et même pour ce couple, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des discussions de temps en temps quand celle qui remplit les chapitres a peut-être une idée à ajouter, un trait de caractère à changer ou un point de l'histoire qu'elle n'aime peut-être pas trop. Je ne peux pas imaginer qu'elle ne veuille pas jardiner un peu de temps en temps pour utiliser à nouveau l'image de Martin. J'aurais dû leur demander, je l'admets, et je le ferai peut-être un jour, mais je n'ai rencontré l'une des membres du duo qu'une fois lors d'un événement littéraire à Berlin, et pour l'instant, j'aime aussi le mystère qui entoure leur façon d'écrire. Sont-ils vraiment des puristes? Les architectes divisés dans deux personnes dont George R. R. Martin pensait qu'ils ne pouvaient pas exister? Pour le moment, je ne le sais pas. Et peut-être je ne saurai jamais. Maintenant que nous avons parlé un peu de l'architecte, venons-nous au jardinier. Parlons de ce qu'il fait et peut-être aussi de la question de savoir si cette image est si belle que cela, si ça marche réellement. Dans l'image et l'idée de George R. R. Martin, un jardinier comme lui commence une histoire avec une idée générale de la direction qu'elle devrait prendre, mais se laisse ensuite porter, ou peut-être même emporter, par l'histoire. Pour un écrivain archétypal comme lui, chaque phrase et chaque page est quelque chose de nouveau, une surprise. Chaque personnage se développe au fur et à mesure qu'il est écrit, chaque arbre, chaque fleur et chaque nuage qui sont décrits surgissent dans l'instant. Il s'agit, pour moi presque, de la technique narrative du flux de conscience, euh, utilisée par exemple très fameusement, ou presque pour la première fois, bon, ça c'est en dispute, par James Joyce dans son incroyable roman Ulysse. Et c'est cette technique d'écriture presque transformée en technique d'écriture, non? Cette technique narration, on suit le flux de conscience. Il s'agit de suivre le courant, pour ainsi dire. Et bien que je comprenne l'idée que le style d'écriture est un archétype, je ne pense pas que l'image de Martin rend vraiment compte de ce qu'il veut dire. Parce que le jardinier, du moins à mon avis, est beaucoup trop passif. Il arrose, il apporte la terre, il protège des plantes, des éléments et des insectes, s'il peut, mais toute la croissance, tout le devenir d'une plante est quelque chose qui n'a qu'à regarder de loin. Et je ne pense pas que cela rend justice à ce que font réellement les écrivains, car nous travaillons beaucoup sur ces plantes qui sont les histoires. Nous écrivons, nous ne nous contentons pas de planter les graines, de les arroser et de les protéger. Nous nous occupons de la croissance, nous faisons la croissance et nous faisons sortir la grain de sa petite taille et de sa terre pour qu'elle devienne un grand chêne, dans les meilleurs cas. J'ai lu d'autres versions de ce modèle ou de cette image, des autres images utilisées à la place. J'ai également lu sur un blog américain que le mélange parfait de ces deux styles serait le Commander.
Ils ont une stratégie, une planification comme un architecte et de la patience comme les jardiniers. Je dois admettre que j'ai ajouté cette phrase parce qu'elle m'a fait rire quand je l'ai lue. D'une part, que je n'aime vraiment pas la connotation militaire il s'agit d'écrire. Mais continuons un peu pour rigoler. Voici des autres points pour tirer de cet article. Les commanders. Ils ne cherchent pas d'excuses lorsqu'il s'agit de s'entraîner quotidiennement. Ils sont disciplinés. Ils sont toujours prêts en cas d'urgence. Leurs mouvements et tactiques entraînés leur permettent de gagner plus tard sur le champ de bataille. L'écriture comme champ de bataille. C'est là que ça devient carrément stupide à mon avis, mais alors, laissons ça à côté. Euh, mais que faire alors? Quelle image? Moi, je dirais, pour ajouter quelque chose, peut-être un explorateur, mais un explorateur à l'ancienne, bien sûr. Quelqu'un qui a une carte et une idée de l'endroit où elle ou il va et de ce qu'il ou elle pourrait y trouver, mais qui n'a souvent que très peu d'idées sur ce qui l'attend vraiment et sur la meilleure façon d'y parvenir. Et je dirais qu'un explorateur ou une explorateur ajusterait et adapterait toujours sa carte lorsqu'il s'aperçoit qu'elle n'est pas exacte. Mais peut-être qu'un explorateur est quelqu'un que Martin décrirait comme trop planificateur pour remplacer l'image des jardiniers, trop au courant des choses à l'avance. Et je suis à peu près certain que l'on pourrait trouver de nombreuses raisons qui rendraient l'image d'explorateur problématique. Et je ne parle pas du fait évident que ces explorateurs d'antan étaient très souvent des personnes très problématiques qui ont fait des choses très problématiques pour atteindre leur objectif. Alors, pourquoi est-ce que j'aime encore cette image? Peut-être parce que je pense qu'un explorateur est un bon moyen terme entre le jardinier et l'architecte. Peut-être parce que je pense que c'est là que je me vois, un petit explorateur de l'écriture. C'est donc dans cette partie que je vais commencer à parler un peu de ma propre expérience de l'écriture, de mes préférences, de ce qui fonctionne à mon avis. Et évidemment, ce sont des choses qui fonctionnent et qui ont fonctionné pour moi. Cela ne veut pas dire qu'elles fonctionnent pour tout le monde. Mais j'essaierai, j'essayerai aussi d'expliquer pourquoi elles ont fonctionné pour moi afin que chaque auditeur puisse tirer ses propres conclusions et savoir si c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à lui ou à elle aussi, ou peut-être que c'est quelque chose qu'il ou elle veut absolument éviter. Je dirais que lorsque j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'étais surtout un jardinier ou un explorateur sans carte, peut-être. Je voulais écrire une nouvelle sur l'amitié, ou peut-être plus sur la perte de la rupture d'amitié, en particulier de vieilles amitiés avec des personnes que vous pensez connaître si bien et avec lesquelles vous resterez amis pour toujours. Ça rappelle peut-être quelques hommes parmi vous au sujet que j'avais donné pour des soirées de l'atelier. Alors, pour moi, c'était ça au début de ce texte. L'amitié est terminée et vous avez l'impression de n'avoir jamais vraiment connu cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le texte a pris une vie propre, mais cela ne s'est pas fait tout seul, évidemment. J'ai commencé à écrire et j'ai senti que le texte n'était pas terminé. Alors, j'ai continué, comme s'il y avait plus à explorer. La question de l'identité est devenue de plus en plus pertinente. Si une vieille amie quitte sa vie et laisse également une place vide, qu'est-ce qui se passera-t-il si à quelqu'un de proche essayait de remplir l'espace, de reprendre l'ancienne vie? À quoi devrait ressembler cette personne? Malheureuse
dans sa vie actuelle. Ça, c'est certain. Et tout d'un coup, j'avais écrit 50 pages et je les avais envoyées à un atelier d'écriture et qui l'ont accepté. Et ce qui s'est également passé, un personnage dont censé être mineur, qui m'a paru si intéressant que je l'ai intégré de plus en plus dans le roman, jusqu'à ce qu'elle était devenue presque une troisième protagoniste à côté de Félix qui disparaît et de son ami Jacob, le narrateur du roman. Est-ce que j'ai donc complètement jardiné ce premier livre? Est-ce que c'est ça la manière que je dirais il faut structurer son roman? Allez-y, écrivez, faites pas de plan. Euh, ou pour revenir sur cette image de l'explorateur, est-ce que j'ai trouvé Eldorado sans carte? Non, je ne l'ai pas trouvé. Il y avait un moment où l'atelier des écrivains du Literarisches Kolloquium Berlin a eu lieu. Et en plus de recevoir de nombreux commentaires et critiques de la part de mes collègues du groupe qui, comme moi, n'avaient pas déjà publié leur premier roman, c'était aussi toujours un mentor qui était invité, un écrivain avec beaucoup d'expérience. Dans mon cas, l'écrivain allemand Ulrich Pelzer, qui était très approfondi dans sa critique et très détaillé, mais aussi très brutal. Vraiment, il a pas mal détruit mon texte. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je n'ai pas fait de projet et que je n'ai pas jardiné. J'ai ni jardiné, ni être architecte. Je me suis assis dans le désert et j'ai ruminé. Je me suis demandé si tout cela avait un sens, si je n'étais pas complètement dépourvu de talent et si je ne devais pas arrêter d'écrire. Donc, vous le savez, les habituelles pensées nocturnes, mais maintenant, dans ce cas aussi, pendant la journée. Mais ensuite, j'ai laissé bouger la critique un peu dans ma tête. J'ai commencé à travailler avec la critique et j'ai décidé que je voulais changer et aussi les choses que je ne voulais pas changer. Les choses, des cas dans lesquels je voulais suivre la critique et les cas dans lesquels je ne voulais pas suivre la critique. Et ces décisions aussi étaient très importantes et qui m'a beaucoup aidé de savoir pourquoi je voulais garder des choses dans le texte. Et après, j'ai fait une sorte de plan sur la façon d'écrire la seconde moitié et la fin du roman. Puis je l'ai modifié, et je l'ai encore modifié, j'ai pensé encore, j'ai modifié, et je n'avais toujours pas écrit pendant des semaines. Mais il y avait un moment où je pensais, oui, d'accord, il y avait un plan maintenant, et je peux retourner à écrire. Et puis ensuite, j'ai écrit le reste du roman en quelques semaines. Je n'ai pas tout fait à respecter le plan. J'ai changé beaucoup de choses pendant que j'écrivais. J'ai découvert des nouveaux éléments que je voulais ajouter ou supprimer. C'est vraiment la période la plus longue pendant laquelle j'écris au fil de l'eau, suivant le fil de texte, le mouvement de texte. Et je pense que cela se voit à la lecture du livre. La deuxième partie est meilleure que la première partie de ce roman. Et je suis généralement meilleur, je dirais, avec les fins des meilleurs romans qu'avec le début. Bon, je dirais ça, mais c'est un peu en secret, euh, à mon avis. Ou peut-être c'est pas un secret, peut-être pour chaque personne qui lit mon texte, c'est évident, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, la seconde moitié du texte avait un meilleur rythme et tout s'emboîtait un peu dans le texte. En tant qu'architecte, si on parle un peu de la manière comment je travaillais comme architecte, parce que je faisais quand même mon plan, non? Je dirais que j'ai griffonné 4 murs, un toit et peut-être quelques portes et fenêtres pour cette seconde moitié. Puis j'ai commencé à écrire et à découvrir. Mais j'avais toujours une idée, plus ou moins, de l'endroit où je voulais être à la fin du roman, et je savais comment je voulais faire avancer la narration et le développement des personnages d'ici là. Je n'ai toujours pas planifié une seule chose dans le sens où je savais exactement à quoi elle ressemblerait à l'avance.
mais je savais que certaines scènes et certains éléments devaient y figurer. Ça m'a beaucoup aidé, même si j'ai toujours énormément apprécié la liberté de suivre le courant. Pour mon deuxième roman, les choses étaient évidemment très différentes. Il s'agissait d'un roman à caractère historique. Cela, à mon avis, change immédiatement, complètement la façon dont vous préparez votre écriture et la structure d'un roman. Pourquoi? Mais il faut structurer tout simplement parce que vous devez structurer votre matériel de recherche à un moment ou à un autre. Vous devez décider ce que vous allez utiliser, quelques parties des interviews doivent apparaître dans les dialogues, quelles lettres doivent être citées, peut-être si vous avez des lettres, quels faits historiques ou histoires personnelles doivent être inclus et comment et quand. Vous devez décider si vous voulez simplement raconter votre histoire dans le passé ou si vous voulez la connecter avec notre époque moderne par un autre élément du texte. C'est aussi une question que je me suis posée avant de commencer à écrire cette autre vie, le roman. Je vais faire ça que vous avez ici, euh, au Ein mögliches Leben. Est-ce que je me contente de raconter l'histoire dans les années 40 et peut-être les suivre dans les années 50 pour montrer un peu où vont les personnages après la guerre? Puis, j'ai décidé que je m'intéresserais trop au traumatisme intergénérationnel et à la manière dont il affecte la deuxième et surtout la troisième génération. Je savais donc que je voulais aussi avoir une perspective moderne. C'est quelque chose à décider en avant et je dirais toujours dans le cas des romans historiques, c'est une chose à décider tout au début. On peut évidemment ajouter une sorte de moment moderne après, mais je dirais que c'est quand même pas mal de savoir ça en avance. Alors pour moi, c'est ainsi qu'est né le petit-fils Martin, un, le, un pendant au protagoniste France, qui est jeune, allemand, dans les années 40. Et de ce moment-là, j'avais déjà en quelque sorte établi un plan, tout simplement parce que je devais le faire, à mon avis, dans le cas de travailler sur un thème historique. C'est ce que je dirais. N'essayez jamais d'écrire un roman dont l'histoire est basée sur des événements historiques sans au moins faire un plan concernant la façon dont vous voulez aborder les périodes historiques. Comment vous voulez les présenter, les distribuer, je dirais qu'autrement, ça ne marchera pas. Cette fois-là, je suis même allé un peu plus loin, car j'ai noté les événements historiques que je voulais inclure, les choses qui se sont produites dans les camps des prisonniers de guerre aux États-Unis. Et puis j'ai prévu de les croiser avec le voyage que le petit-fils et son grand-père font ensemble en conduisant à travers les États-Unis. J'avais un plan. Mais cela laissait encore de la place pour beaucoup de découvertes. Merveilleux, je pensais. J'ai donc commencé à écrire. Et j'écris, écris, écris, j'ai beaucoup écrit jusqu'à ce que je sois complètement bloqué. La partie historique s'est développée bien, plus ou moins, même si je n'étais pas complètement contente. Mais surtout, le voyage du grand-père de son petit-fils me paraissait interminable. C'était ennuyant. Et le début du roman me paraissait beaucoup trop long. J'étais abattu. Je ne savais pas ce qui avait mal tourné. J'avais toujours mon plan, il existait encore, et il ne fonctionnait pas. Mais j'avais l'impression de l'avoir suivi depuis trop longtemps. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais un joli plan alors. Comment changer un plan comme ça si on l'a suivi tant de temps? Puis deux choses se sont produites. Premièrement, j'ai envoyé le début du roman à mon groupe d'écrivains, une sorte d'atelier d'écriture informelle pour lequel nous nous réunissons régulièrement depuis 2009. Et les collègues
m'ont dit de jeter les 150 premières pages. Tout ce que j'avais écrit sur la France, la Normandie et la guerre, tout devait disparaître, Élysée. J'ai failli faire une sorte de dépression qu'ils m'ont dit et j'ai pas mal bu du vin pendant cette soirée. Puis j'ai commencé à réfléchir, mais ça après quelques jours, ou peut-être même semaines. Et il y avait un moment où j'ai décidé ils avaient raison. J'ai alors réduit tout le début, tous les 150 pages du début en France aux 4 pages du prologue que vous pouvez aujourd'hui trouver dans le texte. C'est ça, un changement de plan, on pourrait dire. Mais le problème, c'était que le reste du roman ne fonctionnait encore pas. C'est alors que la deuxième chose s'est produite. J'ai rencontré une écrivaine très expérimentée qui avait beaucoup d'expérience. Je lui ai parlé de mon projet et de mes chagrins et, heureusement pour moi, elle m'a proposé de lire le roman. Puis, nous nous sommes rencontrés et ce qu'elle faisait, elle dessinait une esquisse de mon roman. Elle prenait une papier énorme, elle commençait à dessiner la structure dans quelques traits, comme ça, c'était ça. Et nous avons beaucoup dessiné ce jour-là. On a dessiné et redessiné le roman, vraiment. Et nous avons parlé des problèmes, de ce qui manquait. Et elle m'a fait remarquer quelque chose qui est aujourd'hui tellement évident pour moi que ça me fait encore honte, mais j'ai pas honte de la mettre. Et c'est le suivant. Là, j'avais complètement oublié la deuxième génération dans le roman comme narrateur. J'avais le grand-père, Franz, et le petit-fils, Martin, mais ils ne faisaient que regarder ou parler de leur fille, Barbara, ou de la mère, Barbara, dans le cas de Martin. Tous les trois devaient avoir leur propre point de vue. Mais comme Barbara, la fille n'allait pas en Amérique avec les deux, cela signifiait que je devais écrire sur ce qui était passé après le retour du grand-père et du petit-fils. Ça, c'est une conséquence de ça. Et ça changeait le roman entièrement, sans le planifier vraiment. Mais le changement petit du plan, ça produisait des enchaînements de changements. Alors, je changeais le plan de expliquer ce qui se passait après à travers les yeux de Barbara. Ce qui m'a également permis de supprimer une grande partie des interminables voyages dans les États-Unis de grand-fils et grand-père. Parce que ce qui fait une expérience de voyage extraordinaire ne fait pas automatiquement un grand roman. Après cette première séance de dessin, j'ai beaucoup plus dessiné à la maison. J'ai vraiment commencé, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup, de dessiner le roman un peu, de faire une carte de votre roman. Euh, et j'ai créé ces cartes, et après, je les ai imprimées, ou quand je les dessinées avec la main, je les mis au mur, et après, j'ai changé quand je changeais le plan. Euh, J'avais décidé de prendre des éléments de la partie historique et des éléments de l'histoire moderne et de les empiler sur le mur. Et ça a vraiment aidé. Et puis, j'ai pris une décision. Franz, alors, serait dans deux champs de deux camps aux États-Unis parce que il y a des choses qui se passent dans le roman qui le font changer de camp, que je ne vais pas dire parce que c'est une sorte de spoiler pour le roman. Alors, je intercalerai le premier camp avec les scènes de voyage. Le... Alors, toujours un chapitre historique, un chapitre actuel. Martine et Franz reviennent après. Et après, ça intercoupé le deuxième camp avec les chapitres de Barbara dans le moderne temps, dans lesquels elle est seule, elle réfléchit sur sa vie et sur la relation avec son père, mais aussi il y a un moment où elle fait une visite à son père. Et là, les choses changent un peu dans leur relation, je dirais. Et bien sûr, Barbara se souviendrait et
penserait à des choses de sa propre enfance et à l'adolescence. Et pour ça, comme ça, les lecteurs et lectrices pouvaient le lire et comprendre aussi. Pour faire court, j'avais une nouvelle structure, un nouveau plan, ou peut-être plutôt une carte dans ce cas. Et ce n'est pas que j'ai détaillé chaque chapitre, je connaissais les principales choses qui devaient se produire dans le passé et dans le présent. Mais le reste restait à découvrir. Et je me suis tenu à ce nouveau plan jusqu'à la fin. J'ai peut-être fait quelques petits changements, mais pas beaucoup. Et je pense que cela a plus ou moins bien fonctionné. Mais alors, est-ce que c'est ça, le master plan, de élaborer un plan, de se suivre comme un chevalier bêtement loyal, suit son roi fou? Et ça, pour les initiés, c'est évidemment une référence à George R. R. Martin. Et alors, est-ce qu'on suit son plan jusqu'à ce qu'il ait une crise de mer, une crise énorme, et puis on essaie de changer, de trouver un nouveau plan? Non, évidemment, à mon avis, c'est pas le chemin à prendre. Mais alors, j'ai essayé d'adapter cette technique un peu catastrophique avec mon troisième roman, Götterfunken, qui est pas traduit vers le français. Götterfunken, on pourrait le traduire approximativement par étincelle des dieux. Et c'est une référence au texte allemand de l'Ode à la joie de Beethoven. J'ai de nouveau eu un sujet historique sur lequel je suis tombé un peu par hasard, les anarchistes dans les années 70 à Barcelone à la fin de l'ère franquiste. J'ai su dès le départ que je voulais suivre ces anarchistes des années 70 jusqu'à nos jours. Je savais aussi que je voulais six protagonistes, dont trois femmes et trois hommes de trois pays différents, l'Allemagne, la France et l'Espagne, parce que j'avais l'idée d'écrire un roman européen quand même, quoi que ce soit. Et je ne voulais pas raconter l'histoire chronologiquement. Et la dernière chose que j'avais planifiée en amont, c'est que je savais qu'il y avait un septième personnage qui ne raconterait que le tout dernier chapitre, mais qui serait le mystère du roman, l'Allemand, et la question si lui, il avait trahi ses camarades dans les années 70 ou pas. J'ai fait donc un plan très approximatif, juste une idée peut-être de l'endroit où je voulais que le personnage A commence et ensuite de l'endroit où je voulais peut-être qu'il ou elle soit à la fin du roman, mais un grand peut-être. Et j'étais assez stressé parce que j'avais l'impression de embarquer dans un labyrinthe en perpétuel mouvement parce que je ne voulais jamais, jamais renoncer à cette idée d'écrire à visage découvert, de me laisser surprendre, d'être pris par une idée et de la suivre. Alors, j'ai fait ceci. 1. J'ai dressé une liste chronologique des événements du roman, les événements historiques et aussi les événements historiques en Espagne dans le moment, en commençant par les années 70 et même après, j'avais ajouté les années 30 quand ça devenait clair que les personnages avaient des anciennes histoires qui commençaient avant. Alors, je faisais vraiment une liste chronologique et je ne l'ai pas vraiment planifiée. Je l'ai complété au fur et à mesure dans le moment où j'avais écrit quelque chose dans le roman qui avait une date historique. Alors, je le mettais dans la liste. J'ai donc toujours su quand se passait quoi. Et j'ai fait des références croisées avec les chapitres pour pouvoir aller dans le texte et vérifier. Et deux, j'ai ensuite créé une feuille Excel avec des couleurs différentes selon le statut de chaque chapitre. Dans chaque bloc d'informations avec un chapitre, j'ai ajouté de très courtes descriptions de 10 à 5 mots de ce que j'avais écrit, si j'avais déjà terminé le chapitre, ou de ce que j'avais l'intention d'écrire. J'ai constamment mis à jour ce document, je l'ai imprimé à différentes étapes et je l'ai accroché
au mur. Je vais juste, j'ai pas la version en travail, disons, mais quand même, je vais voir si je peux vous montrer. C'est ça, la version finale. Hop, c'est ça. Ce sont les chapitres et on marche en arrière. Ça, c'est le prologue, c'est la page 1. Et après, les différentes étapes, c'est toujours, disons, les pays ou les caractères. Alors ça, ce sont les Espagnols, ça, ce sont les Allemands, et ça, ce sont les chapitres français, disons. Et ça se passe comme ça, et c'est toujours des petites notes que je voulais faire. Et ça, c'était pas fait de la manière que je l'ai laissé là-dedans, et je ne changeais pas, je changeais constamment. Et toujours, si j'avais le sentiment qu'il me fallait encore changer les choses, c'était en jaune. Et c'était en rouge si j'avais pas écrit du tout ou c'était juste un petit peu et il me fallait beaucoup écrire. Alors comme ça, je pouvais suivre tout le roman jusqu'à la fin. C'est ça. Voilà. C'est un peu le roman en soi. Et vous voyez que c'est pas vraiment beaucoup. Il y a quelques mots, il y a des choses. Ça quand même quelquefois des chapitres de 20 pages avec beaucoup d'intersections et des changements de temps un peu, des mémoires qu'ils ajoutent. Alors, ça n'explique pas vraiment beaucoup, mais quand même, ce sont les pages exactes pour si je voulais couper quelque chose, bouger quelque chose, je savais exactement toujours où se trouvait quoi. C'est un peu extrême peut-être, mais dans ce cas-là, je crois que c'était nécessaire parce que si vous ajoutez des personnages, si vous ajoutez des perspectives, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, euh, cette manière de travailler, on peut créer la carte ou le plan en écrivant. Ça a donné aux deux cartes une expansion continuaison, ou peut-être une liste en expansion et une carte en expansion. Et même si cette double technique ne fonctionnera probablement pas pour beaucoup d'autres romans, je dirais que même si c'était parfois épuisant et ennuyeux de faire cette mise à jour constante, cela m'a permis d'atteindre cet objectif. Ça crée un plan qui se développe en même temps que le livre. Cela signifie qu'il a été conçu dès le départ pour ne pas être figé. Il était destiné à être modifié. Et pour faire court, je pense que ça, c'est quelque chose que je peux vraiment recommander. Faites les plans, faites-le, le plus des comme vous voulez, mais toujours avec l'idée dans la tête que je vais le changer. Peut-être qu'il y a un moment que le roman, que vous ne changez pas du tout votre plan, mais je dirais que quand même, c'est pas très, très probable. Soyez libre alors, je considère ça, explorez, mais ayez aussi une petite carte avec vous, toujours. Ne vous y tenez pas comme s'il était sacro-sainte, mais faites des pauses constantes dans votre écriture pour réévaluer votre plan. Et je sais que cela suppose une situation idyllique dans laquelle vous avez beaucoup, beaucoup de temps et vous pouvez faire une pause quand vous voulez. Mais si vous le pouvez, même si les choses ne se passent jamais si idylliques que j'imagine ici, si vous pouvez prendre le temps, essayez de le faire. Ne continuez pas à écrire juste pour écrire, pour dire il me fallait faire 50 pages jusqu'à la fin du mois. Ça, à mon avis, ça ne sert à rien. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faut écrire constamment, mais je dirais que ces personnes ont tort. La constance est importante, oui, elle n'est pas tout. Et la constance, c'est pour moi toujours pas écrire, mais c'est aussi changer un plan, adapter un plan, prendre son temps pour peut-être aussi changer les personnages, un peu les idées qu'on a des personnages, parce que ça peut changer quand même dans un texte. C'est aussi travailler sur le texte. Alors je dirais que la constance, c'est pas toujours dans l'écriture, mais la constance, c'est avec le fait que vous restez sur le texte, vous continuez à travailler. Hmm.
créez surtout ça, c'est pas vraiment avec la structure, mais quand même important. Si vous voulez écrire un roman, créez-vous un environnement qui vous aide à être cohérent, un endroit où vous êtes au calme, littéralement, et peut-être aussi juste pour la tête, qui vous donne une sorte de calme. Une bibliothèque me convient le mieux à moi, je dirais, mais d'autres gens préfèrent les bruits dans un café, c'est ça. Euh, Chacun ou chacune de sa manière. Essayez des endroits, essayez aussi un horaire fixe. Ça aide beaucoup parce que faites un travail de votre écriture, parce qu'à la fin, ça va devenir ça si tout marche bien. Faites en sorte que cela fonctionne. Cherchez votre manière d'écrire. Euh, c'est ça le plus important. Et ensuite, essayez d'élaborer un plan qui prévoit des pauses pour évaluer votre plan. Imprimez ce plan et accrochez-le au mur. Ça peut sembler stupide, mais je vous dis que je connais beaucoup, mais beaucoup d'écrivains qui font cela, même si c'est un peu cliché. Mais la visualisation aide, c'est vrai. Et elle donne aussi une motivation. Lorsque je regardais le plan de mon roman, les chapitres alignés et constamment vérifiés ou devenus vertes si je faisais une nouvelle impression, cela m'aidait à sentir que j'étais en train de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et ça, c'est un sentiment important parce que, comme je l'avais dit au début, écrire un roman prend beaucoup de temps. Il est donc très important d'avoir des moments qui vous donnent ce petit sentiment de j'ai réussi avec quelque chose. Par ailleurs, adapter la nécessité de planifier et d'élaborer des cartes au type de roman que vous souhaitez écrire. Mon premier roman était un livre assez court, écrit par un narrateur à la première personne. Les seules autres perspectives se présentaient sous la forme des dialogues et des documents écrits de l'ami qui avait disparu. Les perspectives et le cadre temporel étaient très gérables, disons. Je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose pour un premier roman. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser grand. S'il vous plaît, faites-le. Mais aussi, ne vous sentez pas obligé de le faire. Ne vous sentez pas obligé de créer votre premier livre comme notre chef d'œuvre. Je dirais même que il ne devrait pas être votre chef d'œuvre. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Si votre première œuvre, c'est déjà votre plus grand, c'est assez triste, non? Alors, laissez-vous le temps de grandir dans votre écriture. Essayez, mais certainement, d'écrire le meilleur roman possible, toujours. Mais essayez aussi d'être réaliste par rapport à ce que vous pouvez faire en même temps dont vous disposez à l'argent, aux techniques, à tout. Hein, c'est ça. C'est l'expérience qui change des choses. Car pour en revenir à ma première masterclass, nous ne sommes pas des génies qui naissent avec une capacité inhérente à écrire des romans extraordinaires. Nous nous améliorons tous avec le temps. Nous apprenons. Donc, lorsque vous écrivez un roman, votre premier roman, peut-être, soyez dur avec votre texte dans le sens où vous devez essayer d'en faire le meilleur texte possible. Mais vous devez aussi être indulgent avec votre texte dans le sens où vous devez vous faire une idée de ce qui est réellement possible au moment que vous êtes en train de l'écrire. Je réalise maintenant que je n'ai même pas parlé des structures classiques. Bien sûr, vous pouvez les suivre. Le voyage du héros, le Bildungsroman, le roman d'éducation, je crois que ça s'appelle en France, ou le roman familial classique qui inclut de nombreux personnages et perspectives dans lesquels un ancien traumatisme est évoqué ou souvent évité de la même manière. Mais
À mon avis, il y a trop de façons de développer une bonne histoire pour que je puisse les énumérer ici. Ce discours ne serait jamais fait et il ne vous aiderait pas vraiment, je crois. Comme de l'autre l'ont fait, vous apprendrez en lisant des romans. C'est presque aussi essentiel que l'écriture. Lisez donc les classiques, mais lisez aussi beaucoup de romans modernes. Car si un classique établit une structure typique, il y a fort à parier un auteur moderne a joué avec cette structure ou il ou elle l'a même rompue. Vous pouvez raconter votre histoire de manière chronologique, vous pouvez faire des sauts dans le temps, vous pouvez même raconter votre histoire à l'envers. Je dirais que c'est à condition que cela serve votre histoire, le genre de points que vous voulez faire valoir, les questions que vous voulez soulever. Faites des essais, laissez des choses de côté, mais ne les effacez pas trop tôt. Vous y reviendrez peut-être. Et si, à la fin, nous revenons à l'imagerie de George R. R. Martin, essayez de découvrir si vous êtes un jardinier ou un explorateur, de mon avis, ou plutôt un architecte. Je dirais, bien sûr, qu'un bon livre devrait toujours avoir une certaine liberté des surprises qu'il vous apporte. Pour moi, c'est l'une des plus belles choses de l'écriture. Tout d'un coup, des choses surgissent, des idées vous viennent à l'esprit et vous pouvez les suivre. Se laisser porter par le courant, au moins de temps en temps. Mais ce n'est que mon opinion stupide. Qu'est-ce que je en sais? Qu'est-ce que je sais qui marche pour vous? Peut-être découvrirez-vous que vous êtes l'archétype d'architecte après tout, et que ce qui vous procure le plus de joie, c'est de planifier vos romans et de les laisser prendre vie petit à petit, exactement comme vous l'aviez imaginé. Essayez différents styles, soyez prêts à vous adapter, faites des plans, mais soyez toujours prêts à changer vos plans. Trouvez ce qui vous convient. Mais surtout, n'arrêtez pas, n'arrêtez jamais à écrire. Merci pour votre attention. Ça, c'est le part officiel de mon petit discours sur la structure du roman. Je sais que c'est vraiment plus structuration du roman que vraiment la structure du roman. Mais comme je l'avais dit, je pensais que ça faisait pas trop de sens de vraiment vous présenter. Ça, c'est le roman d'éducation. Ça, c'est la structure classique. C'est quand même, il y en a trop. Il y a trop de choses qu'on pourrait faire et je crois qu'on fait ça un peu plus instinctivement, on peut les suivre si on veut. Euh, mais comment structurer, comment trouver sa manière d'écrire un roman, je trouve que ça, c'est vraiment le plus essentiel. Et je peux juste, à mon avis, dire que faire des plans, ça aide beaucoup, mais se laisser emporter ou porter par le texte, ça, c'est aussi bien. Et si on trouve un bien équilibre de ça, je crois que ça aide beaucoup au texte. Alors, pour la fin des masterclass, de cette masterclass et les masterclass en général, je vais juste voir les questions que j'ai reçues. Euh, je vais essayer de leur répondre. Alors, la première question que j'ai ajoutée ici, c'est comment préparez-vous l'écriture de vos romans? Donc, est-ce que vous faites d'abord la structure? Bah, c'est drôle parce que là, ça j'ai déjà un peu expliqué. J'ai expliqué ça par rapport aux trois romans que j'écris, que chaque fois, c'était un peu différent. Euh, Ça aussi, je dirais, changé un peu avec l'expérience, mais je dirais quand même que c'est plutôt possible qu'un jour, je déciderai d'accord, je vais encore une fois écrire un roman aux première personne de point de vue. Alors, un narrateur ou une narratrice peut-être qui dit je et avec laquelle ou lequel je suis le texte. Et ça serait plutôt possible de juste me lancer au texte et de voir où ça va. Certainement, comme j'avais dit, si je retourne vers des thèmes historiques,
je crois que c'est juste nécessaire d'organiser les choses, tout le matériel on trouve, parce qu'il y en a toujours trop. Il faut effacer des choses, laisser les choses à côté, et après, il faut savoir, ah, mais comment est-ce que je veux ajouter les infos historiques, toutes les choses que j'ai trouvées dans le texte. Alors, je crois que c'est toujours un peu le texte qui crée un peu aussi la nécessité de préparation de travail. Et quelquefois, bon, on fait une préparation et comme j'avais dit, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, il faut adapter, il faut trouver. Et je dirais aussi que le regard extérieur, si on est vraiment à un point où on a la sensation que ça ne marche pas, je ne sais pas comment solutionner, comment avancer, le regard de quelqu'un de l'extérieur a peut-être un peu d'expérience, si on a la chance de connaître à quelqu'un, alors il faut écrire un email et demander. Quelquefois, les gens n'ont pas le temps, mais quelquefois, ça aide beaucoup. Et pour revenir à cette histoire que j'avais contée de l'écrivaine qui m'avait aidé, mais quelques ans après, ben, du coup, elle m'appelait, ou elle m'a envoyé un email, je crois, je ne sais pas. Elle me disait, mais écoute, je suis en train d'écrire un texte, un roman, mais j'ai beaucoup de questions, il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce que tu pourrais le lire et m'aider et me faire des commentaires? Et évidemment, je le fais parce qu'elle avait fait la même chose pour moi. Et évidemment, moi, et il y avait un autre auteur qui lisait le texte, on parlait entre trois, on aidait à cette écrivaine, même elle a beaucoup d'expérience, mais là, il y a eu un moment qu'elle restait avec des problèmes sur son texte, parce qu'elle avait fait des plans qui ne marchaient pas. Ça passe à tout le monde. D'accord. Euh, existe-t-il des schémas de structuration classiques? Deuxième question. Oui, évidemment, il y a des structures classiques, surtout si on part du début du roman au XVIIIe siècle. Le roman d'éducation, c'est quand même quelque chose de très classique. C'est quelque chose qui est, je dirais aussi, dans le monde de la fantasy, c'est quelque chose de très, 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 très souvent utilisé, presque quelquefois trop souvent, c'est le jeune homme ou la jeune femme qui commence un peu son voyage un peu naïf. Quelque chose se passe très grave, passe mal souvent, ce sont les parents qui meurent, ou il y avait quelque chose, pas mal souvent ils n'ont pas des parents, parce que c'est un peu le cliché, non? Euh, et alors les choses s'enchaînent après, et c'est une sorte de voyage d'apprentissage, un peu jusqu'au moment où on est arrivé au moment d'être l'héros. C'est ça. C'est un peu un exemple de quelque chose de très classique, qui évidemment, si on répète juste les classiques, c'est un peu, ça se passe évidemment. Il y a pas mal de choses, des textes qui sont écrits comme ça. Mais si on est un peu conscient de ça, peut-être qu'on peut jouer un peu avec les classiques et avec les structures. Et c'est ça, c'est vraiment, si ça vous intéresse, je crois que dans les textes sur la théorie de la narration, on peut trouver beaucoup des exemples, mais je dirais qu'il y en a encore toujours plus et plus et plus, et c'est quelque chose qui est en train de se développer constamment. Alors moi, je dirais la meilleure manière de trouver un peu les structures c'est lire des livres, c'est lire des classiques, c'est la meilleure manière de trouver les manières qu'on essaie le roman, parce que même si il y a des choses qui sont un roman d'éducation classique, il y en a beaucoup et qui sont tous différents. Alors déjà, c'est quoi un roman classique d'éducation? C'est difficile à définir. Alors, ne restez pas trop sur des structures classiques. Évidemment, je dirais qu'il y a des personnages qu'il fallait développer et changer à travers le roman, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe dans un roman s'il n'y a pas de personnage qui est en train de changer? Mais c'est ça. Euh, ne restez pas trop sur l'idée de qu'est-ce que c'est ça, la structure classique qu'il me fallait suivre. Troisième question, quels éléments sont importants à prévoir avant de rédiger? Ça, c'est une bonne question. C'est compliqué parce que rédiger, c'est quand même une des choses les plus difficiles, je dirais. Euh, je dirais toujours ce que, à mon avis, aide beaucoup à rédiger, c'est avoir une distance temporelle au texte, parce que si on a la possibilité de créer une distance temporelle, le regard sur le texte est complètement changé. Parce que si on reste
encore trop, trop proche du texte, on, on ajoute les choses qui ne sont pas là ou on quitte les choses qui sont trop déjà dans sa tête parce qu'on a cette idée du texte euh, c'est si fixé que quelquefois on voit même pas ce qu'on a écrit réellement. Et là, après quelques semaines de distance, du coup, on revient vers le texte et le texte est complètement changé parce que le regard est changé. Et si vous n'avez pas le temps, évidemment, ce qu'on fait dans l'atelier d'écriture, c'est créer la distance, le regard le regard d'ailleurs euh, sur des autres personnes qui sont là et regardent. Alors, si vous avez des gens qui peuvent vous aider à rédiger dans ce sens-là, c'est évidemment très, ça aide beaucoup, à mon avis. Mais ça, j'avais déjà fait clair, je crois. D'accord. Une autre question. Est-ce qu'il y a une certaine tendance ou fashion en ce qui concerne les livres? Par exemple, est-ce que la fiction est plus populaire que l'autobiographie? Ça, c'est difficile. Il y a toujours des fashions, il y a toujours des choses qui sont populaires. C'est beaucoup à changer tout le temps. Quand vous allez à une rencontre de livres, au salon à Paris ou à Francfort, il y a toujours les agents qui passent par là. Ils disent ça, c'est le nouveau fashion, ça, c'est la nouvelle mode. Euh, alors, quelquefois, ça change par année. Euh, je dirais que en général, il y a une forte tendance vers l'autofiction. Alors, les romans au texte qui sont peut-être pas des romans, c'est quelquefois ils sont titrés romans parce que quelquefois pas. Quelquefois ils sont clairement pas des romans, mais le titre roman est là parce que encore les romans se vendent plus. C'est bizarre parce que les gens achètent de plus en plus des romans autofictionnels, et ça signifie que c'est au moins ça semble très à côté de l'auteur. L'auteur, pas mal souvent, est dans le texte. Il écrit sur soi-même et les événements, mais évidemment, si on écrit un texte, on est en train de créer quelque chose d'une manière fictionnelle presque tout le temps. Ce n'est pas possible de copier la réalité. Alors pour ça, c'est vraiment un style, au moins en Allemagne, mais je crois que ça continue en France aussi, que l'autofiction est vraiment très populaire. Et aussi, je dirais que, il y a pas mal de différences entre, au moins, ce sont les recherches qui disent ça. Moi, je ne sais pas, mais les recherches disent que surtout les hommes lisent de plus en plus non-fiction et ce sont les femmes qui lisent les romans. C'est ça. Et c'est des plus en plus fort la distinction dans les deux cas, dans les dernières années. Mais en général aussi, je crois que l'autobiographie, ça marche toujours, mais ça dépend. Parce que Prince Harry, maintenant, ça se vend et c'est ça. Et je crois que tout le monde le lit, soit les femmes, soit les hommes. Alors, tout le monde les lit. Euh, quel genre de contact doit-on établir pour entrer dans le monde de l'écriture? Ça, c'est une très bonne question. Bah, surtout, vous devez écrire, c'est ça, c'est le plus important, et continuer à écrire et continuer à écrire. Et après, quand je lisais avant dans un de nos ateliers, envoyez vos textes au concours, envoyez vos textes aux bourses. Ça, c'est super important. Créer des textes, envoyer des textes aux bourses, parce que évidemment, il y a encore des cas dans lesquels vous envoyez un texte à un éditeur et du coup, il y a quelqu'un dans la maison d'édition qui trouve votre texte sur le bureau. Il dit, ah, c'est quelque chose qu'on a trouvé et ils allont le publier. Mais la réalité est quand même très différente. La réalité, c'est que les textes et les auteurs sont découverts dans des concours, dans des bourses. Alors, et pas mal souvent par les agences aussi. Je sais qu'en France, les choses, il n'y en a pas si des agences qu'en Allemagne, mais c'est en train de changer. Alors, c'est peut-être une bonne idée de contacter une agence si ça marche. Aussi, d'aller aux des événements de littérature.
voyez les gens. Justine l'avait déjà dit hier par rapport à la traduction, c'est que c'est vraiment important de connaître les gens, de aussi connaître un peu les maisons d'édition, si vous avez la possibilité de parler avec des gens, aussi des autres auteurs peut-être, ça aide beaucoup. Euh, je sais qu'il y a des listes dans lesquelles on peut trouver les concours, les bourses et tout ça en ligne. Alors, restez sur ces listes, allez-y de temps en temps, voyez qu'il y en a beaucoup des concours. Quelquefois, il fallait avoir une publication, mais ça, on va le solutionner avec notre publication du Crous. Mais en général, allez-y, envoyez des textes. Et là, si on a déjà gagner une bourse et un petit concours. Quelquefois, on a été invité en concours, même si on ne gagne pas. Il y a quelqu'un qui a lu votre texte, qui vous connaît, et même si ça ne sort pas déjà directement vers une publication, mais peut-être quelques années après, vous envoyez un roman ou vous parlez d'un roman et quelqu'un dit, ah, c'est ça l'auteur qui était à ce concours-là ou qui a été dans cette bourse. Et ça aide. Il n'y avait pas vraiment le chemin. Je sais par exemple qu'aussi qu'il y a des agences qui n'acceptent pas des textes des gens qui n'ont rien publié. Alors, cette petite publication, c'est aussi quelque chose à chercher. Il y a des anthologies qui proposent des publications, qui cherchent des textes. Soyez prudents parce que quelquefois les gens disent ah oui, on va vous publier, mais il fallait quand même payer 100 euros. Ça, j'éviterais parce que c'est quand même compliqué. Et euh, pour le dire à la fin, c'est parce que c'est une possibilité de plus en plus importante. Vous pouvez évidemment aussi auto-publier vos textes. Ça peut marcher. C'est compliqué quand même, mais ça peut marcher. Mais là, je dirais que la meilleure manière d'avoir succès avec ça, c'est de être très actif dans les réseaux sociaux aussi parce que quand même, il faut dire, même si je ne trouve pas que c'est toujours une bonne idée, mais quand même, il y a pas mal de gens qui agissent dans les réseaux sociaux, dans le monde de la littérature, qui a beaucoup de gens qui les suivent, que du coup, il y a des livres qui sortent des gens. Ils ne sont pas toujours les meilleurs livres, mais ça se passe aussi. Il faut être réaliste. Alors, et je ne dis pas que toujours les livres sont mal, et quelquefois, il y a des livres qui sont super intéressants. J'ai lu des livres des gens qui ont été découverts de cette manière, qui m'ont plu beaucoup. Alors, c'est ça, c'est une autre possibilité qu'est aussi l'autopublication. Je dirais quand même que autopublication, si vous faites ça, soyez prudent parce qu'il y a évidemment le risque de n'avoir pas de succès juste parce que les gens ne vous trouvent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a quand même un stigma pour quelques éditeurs qui disent, ah, c'est quelqu'un qui a auto-publié. Je crois que c'est en train de se réduire de plus en plus. J'espère que ça se passe parce que c'est quand même une manière très élitiste de voir les choses. Mais quand même, il y a des gens qui restent un peu dans cet endroit-là. Bon, beaucoup de choses à dire. Euh, autre question, en ce qui concerne la structure du livre, est-ce qu'il y a une certaine tradition d'écriture? Ben, il y en a beaucoup des traditions d'écriture. Là, j'avais parlé un peu sur les deux manières, les jardiniers et les architectes. C'est évidemment juste un exemple, il y en a plusieurs, vous pouvez le chercher, mais je crois que c'est un peu dans les années dernières parce que Martin, c'est quand même quelqu'un qui est très présent dans le média qui s'est un peu resté dans la mémoire. Mais il y a beaucoup. Et comme je l'avais dit, je trouve même pas que c'est la meilleure image. Mais trouver votre manière d'écrire, je crois que c'est ça qui est important, que d'être réaliste et un peu de trouver la manière dans laquelle vous travaillez de la meilleure manière. Euh, D'accord. Autre question. Quelle partie trouvez-vous personnellement la plus difficile lors de l'écriture d'un roman? Euh, c'est- c'est- Évidemment, rédiger. Je connais pas beaucoup des auteurs qui aiment rédiger. C'est vraiment, c'est très difficile parce que on a vraiment, certainement, on est en train de rédiger constamment. Par exemple, quand j'écris.
chaque fois, avant d'écrire, continuer à écrire, je lis toujours les dernières, disons, 5 pages que j'ai écrites avant pour retourner un peu dans le texte, pour retourner dans le rythme de le son, le ton. Et presque tout le temps, je commence à rédiger des choses déjà. Mais quand même, il y a toujours le moment qu'à la fin, quand on a envoyé le texte aux éditeurs, c'est fini. Et là, il y a le moment dans lequel les commentaires des éditeurs arrivent. Et pour moi, ça, c'est surtout, je dis pas que c'est pas bien et c'est pas important. J'ai un éditeur qui fait beaucoup de remarques et c'est toujours super bien. C'est jamais sans mérite. Mais quand même, je crois que c'est surtout ce moment de sentiment de c'est fait. J'ai fini, je peux relâcher un peu, je peux peut-être même penser à quelque chose complètement différent, que j'étais sur un certain thème pendant beaucoup de temps, ça a vraiment occupé beaucoup d'espace dans ma tête, dans ma vie émotionnelle aussi. Et après, il y a un moment de non, non, faut retourner, il faut rédiger, et encore une fois, et encore une fois, et après les corrections, et après la dernière fois qu'il faut rédiger encore une fois. Et ça, je n'aime pas trop, mais je connais pas les gens qui l'aiment. D'accord. Et alors, dernière question. Lors de l'écriture d'un roman, est-il préférable de savoir exactement... Ah, ça c'est c'est drôle parce que c'est juste là ce que j'avais dit. Est-ce que est-il préférable de savoir exactement où l'on souhaite en venir ou peut-être en peut-on se laisser également porter par l'histoire? Alors ça, j'espère que je l'ai répondu un peu. Je crois que il n'y a pas une manière exacte de répondre à ça. Je pense que ça dépend à chacun de trouver sa manière. Pour moi, je crois que ça serait quand même une perte très grande de décider, non, euh, je vais pas suivre l'histoire, je vais toujours planifier tout et suivre le plan exactement. Euh, je trouve que une des plus belles choses de l'écriture, c'est quand même de découvrir des choses en écrivant, de se laisser, surprendre et quelquefois des choses, des influences arrivent et on ne sait même pas pourquoi. Ou peut-être que quelquefois on se rend compte après pourquoi des choses sont là, d'où ils sont venus. Et c'est un peu peut-être aussi le mystère un peu de l'écriture, des choses qui sont venues d'où. Euh, Même si on peut évidemment planifier et régler et rédiger beaucoup. Et je dirais que ce sentiment du flow, si on est vraiment là-dedans, si on a trouvé quelque chose qui marche, euh, c'est quelque chose très, très particulier et très joli à trouver, mais il faut aussi ajouter que quelquefois, cette, cette flow et ce mouvement et cette possibilité de suivre le mouvement de texte est possible parce qu'on a planifié très bien en avant, euh, en même temps laissant la possibilité de bouger et de changer les textes. Alors, quelquefois, il faut planifier un peu avant pour après suivre le texte. Et après, comme je disais, toujours avoir un plan qui est fait pour être changé quand vous trouvez quelque chose dans le texte que vous voulez suivre. C'est ça. D'accord? C'est tout. Merci beaucoup pour les questions. C'était super intéressant. J'espère que mes réponses étaient les bonnes, que ça vous a aidé. Merci beaucoup d'écouter, d'avoir resté beaucoup de temps ici. Bon, je dirais pour à tous qui sont là en direct que à la semaine prochaine dans l'atelier. Et tous qui regardent en ligne après, merci de l'avoir écouté. Et bon, je voulais dire à la prochaine, mais à la prochaine, c'est juste pour l'atelier. Euh, il n'y en a pas d'autres masterclass, mais bon, peut-être il y en a les autres dans un moment, dans le futur. Qui sait? Merci beaucoup.